Démonstration de talent, manifestation de joie des pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bingerville. Une façon pour ces enfants et leurs encadreurs de manifester leur reconnaissance au Rotary Club de la ville. Cette organisation non gouvernementale a fait don de vivres et de non-vivres, notamment du riz, du lait et de l'huile, d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Nous sommes aussi heureux de recevoir ces dons que le Rotary Club nous envoie. Nous disons vraiment merci au Rotary Club et nous espérons que ce ne sera pas la première et la dernière fois qu'ils viennent ici. Nous sommes particulièrement heureux. Vous voyez les enfants qui s'expriment depuis la vue de ces dons. Ça leur permet surtout de savoir qu'ils ne sont pas oubliés. C'est vrai qu'il y a les dons en nature, mais il y a la présence physique des membres du Rotary Club de Bingerville. Les enfants se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Ces dons s'inscrivent dans la volonté de cette organisation non gouvernementale d'apporter assistance et joie de vivre aux personnes vulnérables. Des doléances et des souhaits nous sont parvenus. Ainsi donc, nous avons trouvé utile, étant donné que le Rotary œuvre pour les démunis, de marquer notre point, de marquer les pas, tout en venant en aide à ces enfants. L'orphelinat de garçons de Bingerville a besoin des dons des organisations et des personnes de bonne volonté pour mieux prendre en charge ces pensionnaires, selon ses responsables. La vie au quotidien de ces enfants-là nécessite des soins médicaux particuliers. Quand on pense qu'un enfant peut souffrir seulement d'un paludisme, il y a une réponse immédiate. Mais quand certains de nos enfants nous viennent avec de différents handicaps, il y a un type de professionnel qu'il nous faut, des orthophonistes, des psychologues, dont on a besoin pour soutenir la vie au quotidien de ces enfants. Créé en 1972, l'orphelinat de garçons de Bingerville compte 250 pensionnaires effectifs dont l'âge varie entre 4 et 15 ans. La fièvre à virus Ebola. Cette maladie épidémique a fait de nombreuses victimes en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone. Plus de 11 000 personnes sont mortes de cette maladie de 2014 à 2016. Pour renforcer les capacités de réponse du système national de santé et éduquer les populations à l'application des mesures de prévention sanitaire, les anthropologues africains et européens ont initié une journée d'études en anthropologie. Objectif: analyser et comprendre l'implication des acteurs intervenant dans la gestion de cette épidémie. Il faut que la santé publique s'adapte à des contextes culturels et des contextes sociaux. Chaque fois qu'on veut mettre en place une mesure de santé publique, il faut se poser la question de savoir comment cette mesure va être comprise par la population. On avait la même chose pour l'épidémie de sida. Il y a eu des mesures de santé publique qui ont été mal comprises parce qu'elles n'étaient pas adaptées à la population à laquelle on s'adressait. Donc notre rôle d'anthropologue, c'est d'apprendre à la santé publique et aux médecins à essayer de s'adapter à des contextes culturels. Selon les participants, cette rencontre riche en enseignements vient à point nommé. Nous avons touché plusieurs axes, notamment l'axe de la prise en charge, l'axe des rumeurs qui circulent autour de la maladie. On va déboucher avec des propositions pour pouvoir anticiper si d'éventuelles résurgences d'épidémies. Au terme de cette journée d'études en anthropologie, des recommandations seront faites aux États africains pour une gestion efficace des maladies émergentes. Comme chaque soir à la tombée de la nuit, Yann Rudan et sa compagne rentrent leurs brebis dans cet enclos électrifié. Une mesure de sécurité pour ces éleveurs de la Drôme dans le sud-est de la France, afin de protéger leurs troupeaux contre les loups, quelques semaines après un épisode traumatisant. Un éleveur, un collègue nous a appelé pour nous dire qu'il y avait une brebis égorgée vers le village. Et en fait, c'était notre première attaque de loup, durant laquelle on a perdu 15 brebis, soit 10% de notre troupeau. À quelques kilomètres, ces éleveurs ont perdu 8 brebis en octobre. Véronique Chauvet, également maire de son village, craint que ces attaques n'en poussent certains à jeter l'éponge. Voilà les photos qui ont été prises, une bête qui a été mangée quasiment entièrement, sachant qu'il y avait d'autres bêtes qui étaient juste tuées ou blessées. Si ça continue à évoluer dans ce sens-là, je pense que d'ici moins de 10 ans, même largement moins de 10 ans, l'élevage va quasiment disparaître. En France, le loup est une espèce protégée. Disparu dans les années 1930, il a fait son retour dans les années 90.
Les statistiques officielles en dénombrent environ 360, en augmentation de 20% chaque année. Des chiffres sous-estimés selon les éleveurs, qui alimentent la discorde entre les pros et les anti-loups. C'est un prédateur qui peut faire des dégâts dans les troupeaux domestiques. Et d'un autre côté, il a des protecteurs qui sont passionnés également parce que c'est un symbole fort de la protection de l'environnement. Pour comprendre la progression de l'animal et ses habitudes, le loup est suivi de près par les pouvoirs publics. Ce matin-là, dans le parc régional du Verdon, ce garde-chasse recherche des excréments pour savoir s'il est passé dans la zone. Bon, là, il y a très peu de doutes. L'empreinte ADN sera comparée à celle déjà présente dans la base pour savoir si ce loup n'a pas déjà été repéré ailleurs et ainsi suivre son parcours. Autre méthode pour observer cet animal très discret, des caméras à déclenchement automatique. Celle-ci est en place depuis plus d'1 mois et va livrer une bonne surprise. Une meute de 6 loups est passée il y a quelques jours. Ah, voilà un loup. C'est assez rare parce que d'habitude le groupe ne se déplace pas en entier. Des passages comme ça avec l'effectif complet de la meute, on a on va dire 2 fois par an. Un plan loup est en cours de préparation afin d'encadrer la présence du carnivore en France jusqu'en 2023. Il définira notamment le nombre d'abattages autorisés chaque année. Insatisfaits, les éleveurs ont claqué la porte des négociations. Un désaccord de plus dans ce dossier brûlant. Dès septembre 1941, la marine et l'armée de l'air américaine ont l'ordre de tirer à vue sur les navires et les sous-marins allemands. La neutralité américaine dans le conflit européen s'effrite. De plus en plus de bateaux allemands sont arraisonnés par les Américains. Nous sommes le 10 décembre à Berlin. Hitler convoque Ribbentrop. Le ministre des Affaires étrangères allemand doit rédiger une déclaration de guerre aux États-Unis d'Amérique et décide de réunir le Reichstag dès le lendemain. Il est signalé à l'ambassade allemande à Washington de détruire les livres de code et la machine de codage. Hitler, profondément convaincu que la guerre entre les États-Unis et le Japon empêcherait les Américains d'accroître leur aide à la Grande-Bretagne et à la France avant le milieu de 1943, escomptait que la Russie serait ainsi écrasée et que la plus grande partie de ses ressources naturelles serait contrôlée par l'Allemagne. Hitler saisit l'attaque de Pearl Harbor par le Japon pour déclarer la guerre aux États-Unis. Le 11 décembre 1941, le chargé d'affaires américain à Berlin reçoit une note qui annonce la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et officialise la déclaration de guerre. Adolf Hitler s'adresse alors au Reichstag. Dans un discours d'1h30, il blâme le président Franklin Roosevelt pour le conflit. Il soutient que l'échec de la politique du New Deal est la véritable cause de la guerre. Supporté par les Juifs, Roosevelt cherche ainsi, selon le chef nazi, à masquer le désastre de ses politiques économiques. Hitler échouera son tort. Avoir ignoré la prodigieuse industrie américaine. Au début de la guerre, les Américains n'ont que 3000 avions. Mais un an après, ils en ont construit 33 000, puis 44 000, 88 000, et à la fin de la guerre, 128 000. Ils ont construit 25 porte-avions et plus de 65 porte-avions d'escorte. Hitler a méprisé et sous-estimé l'adversaire. Il n'a pas perçu que les Américains feraient une guerre de matériel, non une guerre d'hommes. Si les Russes ont perdu 10 millions d'hommes, les Allemands en ont perdu 3 millions et les Américains 270 000, dont 40 000 aviateurs.